Grand 3, l'évaluation des quantités. Pour déterminer la quantité à commander, on est face à deux impératifs. La première est de minimiser le coût de stockage. Alors, quand on parle du coût de stockage, c'est le fait de lancer une commande. Donc, on a un coût de lancement. À chaque fois que vous faites une commande, eh bien, ça représente un coût. On verra en détail ces différents coûts, mais à chaque lancement, il y a un coût. Et donc, dans l'année, il va falloir déterminer la quantité de lancement, le nombre de fois où vous avez lancé votre commande, elle doit être minimisée. On ne peut pas commander tous les jours. Hein. Il faudra déterminer une durée, toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois. Tout dépendra de notre consommation, hein, de la façon dont on va utiliser nos stocks. Et puis, le deuxième coût de stockage, c'est ce qu'on appelle le coût de possession. Le fait qu'on ait les stocks sur place, et bien si on achète trop, on a des quantités énormes, il nous faudra un entrepôt énorme, ce qui engendre aussi des coûts. Donc on va choisir une quantité qui va nous permettre de réduire aussi ces coûts-là. Donc il faudra jongler entre le nombre de lancements, le nombre de commandes qu'on va faire dans l'année, et la quantité à commander pour que l'on peut commander. Et le deuxième impératif, eh bien, il nous faut avoir les quantités suffisantes pour ne pas avoir de rupture ou ne pas être en surstock aussi. Tant le surstock entraîne des surcoûts, mais que la rupture de stock entraîne deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on a des coûts d'opportunité, représente les ventes qui n'ont pas été réalisées. Hein. Et puis, la deuxième chose, eh bien, si il y a une rupture de stock, c'est qu'on a affaire à des clients qui ne sont pas satisfaits, des clients mécontents, ce qui a un impact sur l'image de l'entreprise. D'accord ? Donc, le deuxième point que je voudrais voir maintenant, c'est comment évaluer cette quantité. Alors, je ne verrai pas les formules mathématiques comme la formule de Wilson, on verra ça plutôt en BTS, mais au moins avoir une idée de la quantité qui permettra non seulement d'éviter les ruptures de stock, mais aussi de minimiser les coûts de stockage. Alors, voilà un exemple de graphe où on a sur l'axe des ordonnées, on a la quantité de matière en stock. Et puis ici, vous avez le nombre de jours qui s'écoulent au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Vous avez un trait rouge qui représente le stock minimum. C'est le stock en dessous duquel il ne faudra pas descendre, éviter de descendre. En jaune, vous avez la quantité maximale. Au-delà, eh ben, on est en surcoût, on a trop de quantité, on est en surcoût, ça fait des entrepôts plus importants, du gardiennage, de la maintenance, de l'entretien, de la manutention. Donc, eh bien, les quantités que l'on doit avoir dans l'entrepôt doivent osciller entre le stock minimum et le stock maximum. Vous voyez la courbe en bleu, eh bien, ce sont les quantités consommées au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Et puis là, il y a un point. C'est le point d'intersection entre la quantité consommée au cours du temps et un stock d'alerte. Et effectivement, à ce stock d'alerte, ça signifie qu'on va déclencher une commande. Quand elle arrive, pouf, on repart au stock maximal et on continue notre consommation au fur et à mesure dans le temps. Et à chaque fois qu'on arrive à la quantité correspondant au stock d'alerte, on passe une commande. Voyons les différentes composantes du coût total de stockage. Alors, pour commencer, une présentation générale, petit 1, donc le coût lié à la gestion des stocks. On a vu que pour obtenir des stocks, le fait d'avoir des stocks, eh bien, ça va générer des coûts. On pourra avoir le zéro stock, donc jouer en just in time, mais là, ça va être difficile dans le cas de l'autorestauration. Ça peut-être pas marcher pour l'automobile de commander des pneus ou des sièges au moment où on en a besoin pour éviter d'avoir des stocks. Mais en autorestauration, on a besoin d'un stock minimum. On va voir deux types de charges, si on les classifie en termes de fixes et de variables. On va voir les charges fixes, qui sont les charges qui ne vont pas varier, qui restent fixes, quelle que soit la quantité de biens commandés. Donc ça correspond au coût du bâtiment ou du terrain sur lequel est posé le bâtiment. Ça correspond à la prime d'assurance, aux salariés qui sont en CDI, qui sont donc payés mensuellement pour un salaire identique, quel que soit le montant des quantités commandées. Et puis, d'un autre côté, vous avez les charges variables qui, elles, vont dépendre de la quantité commandée. On va dire que c'est un prix unitaire. Plus vous commandez, et bien plus ce prix unitaire fois la quantité va augmenter. Donc, ça va vraiment suivre l'évolution de vos quantités. Pour avoir une bonne gestion, il est important de maîtriser ces charges, que ce soit les charges variables ou les charges fixes. Et parce que tout dérapage de vos coûts,
tout dérapage de vos coûts, forcément, vont entraîner un déséquilibre. Et ce déséquilibre, soit c'est un coût d'opportunité, c'est-à-dire une vente ratée. Une vente ratée, c'est du chiffre d'affaires en moins. C'est ce qu'on appelle ici le coût d'opportunité, qui sera lié donc à une rupture de stock. Ou soit, on va avoir des fonds immobilisés inutilement à cause dans le cas d'un surstockage. On surstock, eh bien, il faut acheter ce stock, non seulement il faut s'en occuper, l'entreposer, le garder, voilà. Et en plus, eh bien, il faut mobiliser plus de fonds parce qu'il faut l'acheter auprès du fournisseur. Rentrons maintenant dans le détail, coût de commande ou du coût de possession. Alors, le coût de commande, ou aussi appelé coût de passation, est constitué donc de différents éléments. Pour lancer les commandes, il nous faut du matériel, il nous faut du personnel, et donc il nous faut des fournitures administratives, que ce soit les bons de commande, les imprimantes, les papiers, l'encre, etc. Il nous faut donc préparer la commande, donc ça veut dire qu'il faut aller voir sur place les biens que l'on va acheter, peut-être qu'on envoie carrément quelqu'un sur place pour choisir les produits, pour inspecter les produits. Après, il faut contrôler la marchandise, il faut remplir un cahier des charges. Il faut qu'on regarde si le produit correspond à la qualité souhaitée. Et puis, il faut acquérir ce bien. Donc, on va devoir immobiliser des fonds à chaque fois qu'on lance une commande. En tout cas, la commande aura un coût. Tu vas comprendre le transport, l'assurance et puis tout ce qu'on a vu précédemment. Ça, c'est pour le coût de passation ou encore le coût de commande. À ce coût de commande, il faut ajouter le coût de stockage ou d'entreposage ou encore le coût de possession. C'est le même nom. Là, ici, c'est la gestion du flux physique. Une fois qu'on a été livré, il faut donc entreposer, il faut stocker, il faut mettre en sécurité les biens, mettre les éléments, les denrées sèches dans un entrepôt où il ne risque pas d'avoir de l'humidité à une température ambiante qui correspond. Ou encore les éléments surgelés ou froids, il faudra les mettre dans les chambres froides à des températures de moins 18. Et là, c'est pareil, ça consomme de l'électricité, ça consomme des équipements, du matériel qu'on a dû acheter, qu'il faudra amortir. Et donc, tous ces frais vont soit augmenter en fonction des quantités, ils vont augmenter en fonction des quantités, en tout cas, ils vont entraîner un coût. Donc, aussi bien le coût de possession que le coût de lancement, la somme des deux correspond au coût total. La méthode de valorisation des stocks. Alors à ce niveau-là, quand les marchandises arrivent dans l'entreprise, donc prêts pour être réceptionnées, qu'on a fait tous les contrôles d'usage pour vérifier la qualité, la quantité, en comparant le butin de bon de commande avec le bon de livraison, on va entrer donc ces marchandises, ces matières dans les stocks à un coût. Et ce coût correspond au prix d'acquisition, au prix d'achat, plus les frais accessoires d'approvisionnement, c'est-à-dire le transport, la manutention, etc. C'est ce qu'on va appeler le coût d'acquisition. Donc une fois qu'ils sont entrés, donc ils entrent en stock, on va régulièrement les mettre à jour à l'aide de ce qu'on appelle l'inventaire permanent. On va céder une fiche de stock, on va noter toutes les entrées et aussi on va noter toutes les sorties, accompagnées bien sûr d'un bon de sortie pour avoir un suivi. Là, toute la difficulté, c'est à quelle valeur allons-nous valoriser ces sorties. Parce que connaître le coût, le prix des marchandises ou des matières sorties, ça nous permet, nous, de valoriser le coût de production ou le coût de revient. Le coût de production, c'est déterminer combien nous coûte un produit. Si on fait un plat, à combien nous revient ce plat. Et si le coût de revient, voilà, j'aurais peut-être pas dû utiliser 2 fois le mot revient, mais enfin le coût de production, c'est combien ça nous a coûté pour le produire. Alors que le coût de revient, c'est le prix après avoir pris en compte aussi les autres charges, comme le coût de distribution, le fait de la commercialisation. C'est-à-dire qu'il y a la production plus la commercialisation. Donc c'est le prix total de revient, c'est le prix total c'est le coût de revient total. C'est-à-dire qu'à partir de là, on sait qu'on ne peut pas vendre en dessous de ce prix-là. Si on fixe un prix de vente qui va en deçà du coût de revient, on est en perte. D'accord ? Donc c'est en cela que c'est intéressant. Et donc pour cela, il nous faut valoriser le montant des sorties.
Pour valoriser les sorties, deux possibilités. Soit on prend la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Alors là, ici, j'aurais peut-être dû mettre un U pour le CMUP, mais dans ces cas-là, je vais juste modifier là et mettre le coût d'achat moyen pondéré pour avoir le camp. Cette méthode-là consiste à calculer finalement une moyenne pondérée du stock initial en valeur, plus les entrées en valeur, et de faire une moyenne pondérée par rapport aux quantités. Parce qu'on pondère par rapport aux quantités, parce que la quantité va effectivement avoir un poids dans le prix de revient, dans le coût moyen, le coût d'achat moyen pondéré. La deuxième méthode, c'est la méthode du prix de première entrée, première sortie. Alors, il y en a d'autres, mais je présente que ces deux-là cette année. La méthode du premier entrée, premier sortie, c'est-à-dire que le produit qui est rentré en premier, c'est lui qui va être sorti en premier. D'accord, ça c'est très pratique quand on a des produits périssables, ça évitera d'avoir des pertes. Alors commençons par la méthode du coût d'achat moyen pondéré. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette méthode-là consiste à calculer. Alors ici, il y a deux méthodes, je vais en prendre qu'une. Je vais effacer la deuxième méthode, je vais prendre que la méthode périodique, c'est-à-dire qu'on va calculer la moyenne pondérée sur tous les mois, par exemple, ou tous les trimestres, ou tous les ans. Mais on va prendre le total des stocks et le total des entrées, et on calcule une moyenne. Je ne vais pas prendre la deuxième méthode, je l'efface, on verra ça l'année prochaine. J'efface celle-là, c'est-à-dire qu'ici, on calcule une moyenne après chaque entrée. Ce qui est un peu plus compliqué, bon, c'est la même chose, mais c'est un peu plus compliqué, on le fait après chaque entrée. Mais on verra ça l'année prochaine, voilà. Donc ici, le camp, voilà, total des quantités. Non, c'est pas la bonne formule non plus. Je vais la modifier, donc c'est total des valeurs, donc c'est la valeur totale stock initial plus entrée, valeur totale, c'est la somme du stock en valeur plus les entrées en valeur divisé par le total des quantités, par les quantités totales, et pas après chaque entrée, mais à la fin de la période. Donc je vais mettre ici, alors, voilà, quantité. Donc, la période peut être la semaine, le mois, c'est vous qui décidez, en fin de période. Voilà. Alors, on va faire une petite application. Donc, je prends un restaurant quelconque chez Papy qui utilise donc des conserves de champignons pour ses repas de noces. On fera ça pour chaque produit, ces stocks. C'est automatisé, c'est fait par ordinateur maintenant. On a juste à rentrer à chaque fois qu'il y a un bon d'entrée, on rentre. Puis à chaque fois qu'il y a un bon de sortie, on rentre le bon de sortie. Puis ça nous ajuste. Ce qu'on va faire manuellement là, ça se fait automatiquement. Donc, les opérations relatives au stock pour ces boîtes de conserve pour le mois de janvier ont été les suivantes. Donc, vous voyez qu'on a au 1er janvier un stock initial de 120 kg à 10 €. On a des sorties, 45 kg, 55 kg. Puis hop, le 15, on a une nouvelle entrée de 45 kg à 12 €. Et puis, de nouveau, une sortie le 17 pour 55 kg. Vous voyez que les sorties ne sont pas valorisées. Donc, il va falloir qu'on détermine le coût moyen unitaire pondéré pour savoir comment connaître le prix de valorisation de ces stocks des sorties. Voilà, on a une nouvelle entrée, 80 kg à 10 €, etc., etc. Donc voilà, donc j'ai reporté toutes les informations de l'énoncé dans un tableau Excel. Donc cette feuille de calcul, on retrouve toutes les informations telles qu'elles sont données dans l'énoncé. Sauf que là, on est dans un tableau, donc on a les dates, j'ai mis la nature des documents et leurs numéros. Ici, j'ai placé toutes les entrées ainsi que le stock initial dans les quantités coût unitaire et après, on va calculer le total. Les sorties aussi, on connaît les quantités, mais on ne connaît pas le coût unitaire, à quelle valeur on va les sortir, ces stocks. Et puis là, on va faire le total qui donnera donc l'inventaire permanent, les stocks, au fur et à mesure des sorties et des entrées. La première chose à faire dans la fiche de stock, de valoriser donc au coût d'achat moyen pondéré en fin de période, eh bien, c'est de déterminer ce fameux coût moyen unitaire pondéré. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va prendre le total des stocks, ici, le total des quantités, donc stock y compris, entre les entrées et les stocks. Donc, c'est-à-dire, je vais faire la somme de ma colonne ici. Donc, je prends toute la plage de cellules qui m'intéresse, je fais entrer, et ça me donne donc la quantité de produits, de biens, de matières que j'ai en stock. Enfin, pas en stock plus les nouvelles entrées. Donc en fin de période, je suis censé avoir 535 kilos, si ce sont aussi des kilos. Ensuite, je vais
déterminer la valeur de chacun de mes éléments, hein, de chaque élément qui est ici, c'est-à-dire pour le stock initial, la valeur du stock initial, on a 120 kg multiplié par 10 € le kilo. Ça nous fait 1200. Et je fais la même chose pour chaque élément. Donc je fais la même chose pour tout. Voilà, donc je copie vers le bas. Alors j'aime pas quand ça me fait ça, je recommande. Tac, je vais égal. Parce qu'il a copié le trait qui est en haut là. Donc égal 145 fois 12. Voilà. Donc la petite croix noire ici pour recopier, pour pas avoir à le faire. Voilà, c'est pas que je suis feignant, mais presque. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir calculer la somme de l'ensemble de mes biens. Alors, j'aurais pu utiliser le symbole qui est ici, hein, le symbole somme automatique. Ben, je vais le faire. Alors, dans ces cas-là, il faut que je sorte de mon signe égal. Il faut que je sorte de là. Et en cliquant sur la somme automatique, je vais le remettre. Je vais le verrouiller. Voilà. Là, je l'ai verrouillé. Comme ça, mon menu reste toujours en place. Et je clique sur la somme automatique. Voilà. Et il va m'écrire la formule égale somme et puis des parenthèses, et j'ai plus qu'à sélectionner ma plage de cellules, voilà, et je fais entrer, et il m'a calculé donc automatiquement alors je vais les centrer pour que ce soit plus joli, voilà, et maintenant je peux calculer mon coût moyen unitaire pondéré, qui est le rapport, hein, rappelez-vous la formule générale, entre le total en valeur divisé par le total en quantité. Donc, je disais donc égal, donc total en valeur divisé par le total en quantité. Et ça nous donne un coût d'achat moyen pondéré de 10,90 €. Et c'est comme ça que je vais valoriser donc toutes mes sorties. Donc ici, je veux dire que c'est égal à 10,90 €. Voilà. Alors, si je fais ça, est-ce que ça va marcher? On va voir. Non, vous voyez, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir... j'ai voulu faire un copier, un glisser vers le bas, mais comme j'ai pas verrouillé ma cellule, du coup, il va prendre la cellule qui est juste en dessous. Hein, si vous regardez la référence, ici, on a F27, et donc en dessous, j'ai F28, et vous voyez qu'à F28, il n'y a rien. Il n'y a rien à F28. Donc ce qu'il faut que je verrouille ma cellule, soit en lui donnant un nom, ici, dans la zone grisée, ou soit tout simplement, je vais placer des dollars avant mon F, je mets $, avant le F, $ après le F. Voilà, comme ça, j'ai verrouillé ma cellule. Et en verrouillant ma cellule, quand je vais copier vers le bas, et pour lui, il va rester toujours en F27. Donc, pareil ici. Alors, comme il y a un trou, si je glisse vers le bas, je me retrouve avec des F27 partout. J'en veux pas, je veux pas ça. Donc, ce que je fais, je peux faire copier-coller tout simplement. Hein, mais je peux faire ça aussi. Je me mets sur... je cherche la flèche avec la petite croix noire. J'appuie sur CTRL, ça fait donc une flèche avec un plus, hein, vous voyez la différence, là, c'est pas ça que je voulais, voilà, ça, voilà, et en faisant un glisser vers le bas, seulement cette cellule-là, pardon, désolé, voilà, je peux, voilà, déplacer uniquement la valeur F27 là où je veux, voilà, donc, ça a cassé mon trait, c'est moche, je vais prendre le bas. Ok, il est plus fin. Bon, c'est pas grave. Le total, donc même chose que tout à l'heure, donc c'est la quantité fois le prix. Et je recopie vers le bas, comme on l'a fait pour les entrées. Alors c'est pareil, ça va me le casser. C'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai valorisé mes sorties. Je vais pouvoir maintenant mettre à jour mes stocks, mon inventaire permanent, après chaque entrée et après chaque sortie. Donc allons-y. Donc ça fait ceci. Donc après chaque entrée et après chaque sortie. Donc là, pareil que tout à l'heure, c'est égal quantité fois le prix. Voilà. C'est égal à 1. Parce que c'est les stocks, qu'est-ce qui reste? On a 120, on a sorti 45. Il reste 45, sérieux? Non. 120. Je recommence. Donc, on a égal 120 moins 45. Voilà. Il nous reste 75
euros. 75 kilos. Et le prix unitaire, c'est égal donc à 1200 que j'avais en stock initialement, moins les sorties que j'ai valorisées à 10,90 € le kilo, ça nous fait 490, 97, voilà ce qui reste en stock. Je continue, ensuite mes 55, donc je prends ce qui restait, 75 auquel je ôte les... c'est où le moins... Voilà, je ôte les 55, il me reste 20. D'accord. Et là, pareil, sur ce qui me reste, donc les 709, j'enlève la sortie en valeur. Voilà. Et ainsi de suite comme ça. Donc là, on se retrouve avec une entrée. Donc cette fois, c'est 20 plus 45, puisque c'est une entrée. Alors bien sûr, il y aura des formules pour automatiser tout ça, mais ça, on verra un peu plus tard avec des si... on va pouvoir régler ça, c'est-à-dire que ça va le calculer tout seul, hein. On n'a pas à le faire à la main, un par un, comme ça. Mais là, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne la fiche de stock, et pour le reste, on verra, hein, pour faire ça de manière plus professionnelle. Donc là, c'est une entrée, donc je l'ajoute, hein, j'ajoute les 145 kilos. Voilà, ça fait 165, et pour la valorisation du stock après cette entrée, je prends donc mon entrée auquel j'ajoute quoi? J'ajoute les 45, non, les 1740, voilà, et ainsi de suite, on continue, donc si c'est ainsi de suite, est-ce que je peux faire comme ça? Normalement, non, je peux pas, puisque j'ai pas automatisé, donc je suis obligé de le faire à la main. Ok, donc 65, moins 55 kilos, c'est une sortie, il ne me reste plus que 110, je fais pareil, donc les 1800 ici, moins les 599,35, voilà ce qui me reste, j'ai encore j'ai une entrée cette fois, donc j'ai 180 kilos qui rentrent, donc il va me rester 190, voilà, donc là pareil, et ainsi de suite, hein. Donc là c'est la fin de toute façon, on sort, il y a un stock, hein. Il y a une sortie de combien? J'ai pas marqué la sortie là. Okay, donc je vais regarder sur la petite feuille. Donc la sortie numéro 4, 65 kg. Hein. J'ai oublié de reporter 65 kg. Donc je retourne et je mets mes 65 kg ici. Sachant qu'on les valorise donc à 10,90 €. Ce qui me fait un total de voilà. Et puis là, donc, je me retrouve avec mes 190 moins 65. Voilà, et puis là, je veux le Sénégal. Si vous ne mettez pas le Sénégal, ça ne marche pas. Hein. Le Sénégal avant. Voilà. Ça sera plus simple hein, quand on aura appris à faire l'automatisation. J'aurai plus qu'à faire un glisser vers le bas et ça sera bon. Mais pour l'instant, on va rester manuel. Tant pis, hein, c'est pas pro. Voilà. Et auquel j'enlève les 65 kilos. Non, le prix, la valeur des sorties. Voilà. Il reste une entrée et une sortie. Donc ici, 125 kilos plus 190. Et ça me fait voilà, et puis on s'aperçoit qu'à la fin, donc là, il va rester 215, c'est-à-dire 315 moins 100. Et voilà, il va nous rester donc ce qu'il y a au-dessus, moins les
1089,72. Et on va s'apercevoir qu'ici, quand je vais calculer le coût moyen de mon stock final, comme par magie, si le résultat est bon, bien sûr, s'il n'y a pas d'erreur de calcul, comme par magie, on va se retrouver avec les 10,90. Voilà, terminé. On a valorisé nos stocks. Donc en fin de période, le stock final qui est ici, là c'est le stock final, et de... oui, je vais changer la couleur, c'est ça. Voilà. Voilà, le stock final. Donc voilà, vous savez faire donc une fiche de stock valorisée au coût d'achat moyen pondéré, pondéré par rapport aux quantités. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule le prix des sorties par rapport à la méthode du first in, first out. Première entrée, première sortie.